Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve déjà pour un point lecture car j'ai fait énormément de lectures au mois de décembre. Je vous ai fait mon point lecture de novembre très tardivement, c'est vrai que du coup les deux s'enchaînent, mais là j'ai déjà, je pense, une dizaine de livres à vous parler, donc je vais commencer sans plus tarder. Je vous ai déjà parlé de deux lectures, donc je vous les représente très rapidement, mais j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier, qui n'a pas été une excellente lecture. J'ai passé un plutôt bon moment, j'ai apprécié découvrir la plume de du Maurier et l'ambiance qu'elle a su construire tout au long de ce roman. J'ai détesté les personnages et j'ai très peu aimé l'exécution en trouvant ça beaucoup trop long pour ce que c'était. Je vous réfère à la vidéo juste ici, dans laquelle je vous en parle. De même pour Michael Tolliver est vivant de Armistead Maupin, qui est le tome 7 des Chroniques de San Francisco. Je l'ai lu, je vous en ai parlé dans la vidéo qui sera juste ici, et pour le coup j'ai beaucoup apprécié, j'ai très envie de continuer le nouveau cycle des Chroniques de San Francisco, en fait les trois séquelles, c'est ça, les trois séquelles qu'il y a eu. D'autant plus que je sais que Armistead Maupin sort un nouveau tome des Chroniques, qui lui sera un préquel, et qui se passera avant les Chroniques, ou en tout cas pendant les Chroniques. Michael Tolliver est vivant, c'est un récit sur un vieil homosexuel. On nous y parle d'agisme chez les homosexuels, d'idéaux un peu révolus de ce San Francisco des années 70-80. C'était excellent, j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai également eu 2 abandons ce mois-ci. Le dernier en date, c'est l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker que j'avais acheté à sa sortie. Je me suis arrêté à la page 285 sur 560, donc pile poil à la moitié. Et vraiment, je m'étais dit, je ne lirai peut-être plus Joël Dicker, car vraiment, l'énigme de la chambre 622 et la disparition de Stéphanie Meller ont été des grosses déconvenues. Je m'étais vraiment ennuyé, j'ai trouvé ça totalement invraisemblable. Enfin bref, peu d'appétit pour ces deux romans. Mais celui-ci, il l'a vendu en nous disant oui, c'est avec l'écrivain Marcus Goldman, qui est donc le personnage principal de l'affaire Harry Kéber et aussi du livre des Baltimore. Il y avait le policier qui a résolu l'affaire Alaska, Harry Kéber. Donc voilà, Joël Dicker sait nous appâter, autrement qu'avec son beau sourire, mais également avec des histoires et des personnages que l'on connaît déjà. Je me suis lancé dedans. Déjà, l'enquête met à peu près 100 pages à démarrer. Alors oui, on nous explique le meurtre, etc. Mais comme il le fait tout le temps, il y a plein de flashbacks sur les quelques jours avant le meurtre, le jour du meurtre, dans la vie de l'écrivain et du personnage principal, car on suit toujours un peu la vie de l'écrivain Marcus Goldman. Sauf qu'on sent que ce personnage Marcus Goldman est très imprégné de Joël Dicker, qu'il y a comme une espèce de comparaison entre ces deux auteurs, une espèce de mise en abîme. Et voilà, l'auteur passe son temps à coucher avec des nanas à droite à gauche, car c'est un auteur à succès qui commence à avoir une petite réputation, il a beaucoup d'argent, il voyage beaucoup, et en fait on en a rien à foutre que Marcus Goldman il voyage à droite à gauche, qu'il se tape une hôtesse de l'air, et une femme pilote de ligne, pardon, et qu'il a du fric. Donc je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça toujours aussi invraisemblable que les autres, des ficelles scénaristiques sorties du chapeau toutes les 3 pages, j'ai préféré arrêter les frais. J'ai lu vite fait la fin, j'ai trouvé le dénouement aussi capillotracté que le début de l'histoire, donc j'ai bien fait d'arrêter, je ne m'en veux pas. Et là, un autre abandon qui aurait peut-être pu aller un peu plus loin, car j'ai vraiment abandonné à la page 100 sur 550, c'est le Sari Rose de Javier Moro, que j'ai ici dans une édition France Loisirs, il me semble, mais qui est disponible dans la collection signature de chez Point, roman signature. C'est l'histoire de... Comment elle s'appelle ? Sonia Menon et Rajiv Gandhi, fils de Nehru et Indira Gandhi. Alors, ils ne sont pas en famille avec le Gandhi que tout le monde connaît, mais c'est une famille indienne très importante, car Indira Gandhi a dû être première ministre, je ne sais plus exactement les termes, et son petit-fils Rajiv l'a été également. C'est donc l'histoire de ce couple, l'histoire de l'Inde, l'histoire politique indienne, et en fait, le début du roman m'a vraiment laissé... car c'était très plat dans l'écriture, presque un épisode de 7 à 8 quoi, sur la famille Gandhi. C'était très cucu, car on est à la fac en Angleterre, je ne sais plus où exactement, où les deux personnages se rencontrent, elle issue d'un petit village indien de famille pas très riche, et lui au contraire fils héritier d'une famille indienne très reconnue, même s'il n'avait pas beaucoup de fric quand il a fait ses études en Angleterre. Enfin, c'est l'histoire d'amour un peu cucu, un peu concon. Je sais que je le lisais en lecture commune, mais j'ai abandonné très vite avec Cyrielle et Christophe, des comptes Instagram des Potron-Minés et sur la route des livres. Ils n'ont pas eu non plus une expérience géniale, ils ont un peu plus apprécié que moi quand même, car ils sont allés au bout tous les deux. Ils ont bien aimé apprendre l'histoire indienne. C'était plus à but informatif, je pense, qu'à but littéraire, et c'est pour ça
ça que moi ça a pêché, car j'aime bien quand même avoir un peu des deux, et pour le coup je n'avais que l'un. Et même pas, parce qu'en fait, là où j'étais au début du roman, on ne nous parlait pas vraiment de l'histoire indienne, puisqu'on était vraiment concentré sur l'histoire d'amour entre ces deux-là. Lors d'une longue soirée d'hiver, j'ai eu envie de lire des petits romans, et donc j'ai lu ces deux courts romans qui font partie de la collection Folio 2 €, donc maintenant c'est la collection Folio 3 €. J'ai donc lu La Perle de Steinbeck, quoique celui-ci, je suis pas sûr qu'il soit à 2 €. En tout cas, La Perle de Steinbeck, c'est un très court, c'est presque une nouvelle, 120 pages. Je sais même pas si on peut parler d'un roman court dans ce cas. On est avec une famille qui habite dans la Basse-Californie, au Mexique. Ils habitent dans une petite case. Ils sont pêcheurs, en tout cas le mari est pêcheur. Il pêche des huîtres, enfin en tout cas des coquillages dans lesquels il y a des perles. Et leur bébé se fait piquer par un scorpion. C'est un endroit vraiment paradisiaque. On est presque dans le jardin d'Éden, vous voyez, la mer rencontre la terre, on est dans une petite communauté de gens qui vivent modestement, mais où le bonheur est présent partout, c'est assez bucolique comme endroit, comme un espèce de paradis perdu, puisque suite à cette piqûre de scorpion, ils doivent emmener l'enfant chez le médecin refuse de soigner le bébé car ils n'ont pas d'argent, et là, miracle, le lendemain, le mari, le pêcheur, trouve une perle, la plus grosse perle jamais vue dans ce village, la perle magique, la perle magnifique, comme cette pomme dans laquelle va croquer Ève. Cette perle est censée guérir tous les maux de cette famille, car leur procurer argent et donc sécurité, notamment sécurité au niveau de la santé. Sauf que vous en doutez, si je vous fais une métaphore aussi filée avec le jardin d'Éden et la pomme qu'a croqué Ève, c'est que ce paradis va être perdu suite à cette trouvaille, car c'est un peu un pamphlet contre le capitalisme, en tout cas un pamphlet contre la mercantilisation. C'est ça le mot. La famille va essayer de vendre la perle, sauf que tout le village est au courant que cette famille a obtenu la plus grosse perle. Ils vont tous se mettre d'accord pour lui proposer le prix le plus bas. Ils vont également le convoiter, ils vont essayer de le tuer, ils vont essayer de l'attaquer. Enfin voilà, tous les maux de cette petite communauté si paisible qui était présentée comme un petit paradis terrestre jusque-là vont se réveiller contre la famille de Kino, et je vous laisse découvrir la fin. C'est un très court roman, ce serait dommage que je vous le gâche. J'ai beaucoup apprécié, c'était très joli. On nous parle beaucoup de musique et de chant, le chant de la nature, le chant du soleil, le chant de la mer, de façon très métaphorique quand il est question de choses plutôt terre à terre. Ça prend forme sous le corps d'un chant. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Steinbeck donc avec cette lecture, car je ne le connaissais pas. J'ai Les Raisins de la Colère quelque part chez moi, je lirai peut-être un jour Les Raisins de la Colère. C'est un peu un préambule, je pense, aux Raisins de la Colère. Je me dis beaucoup trop de fois Les Raisins de la Colère. Un préambule, pas dans le texte, mais un préambule, moi, dans ma vie de lecteur. C'est, si je veux m'attaquer à ce monument, je préfère lire La Perle et découvrir l'auteur autrement avant. Une très bonne lecture, et qui, vous voyez, m'en reste quand même pas mal en tête, même si d'habitude j'ai tendance à oublier ce qu'il se passe dans les très courts romans. Et ensuite, une lecture un peu moins bonne. Guillaume Apollinaire, Les exploits d'un jeune Don Juan. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre, car quand j'ai regardé les avis sur les sites, genre Goodreads, etc., c'était vraiment pas reluisant. Les gens mettaient des notes très très basses, et je dois avouer que je les comprends. On est encore là avec un très court texte de 100 pages. J'aime beaucoup Apollinaire, j'aime beaucoup Alcool. Le poème Zone, qui en ouverture de Alcool, est un de mes poèmes préférés. Très très long, mais... voilà, un poème un peu fleuve que j'adore. Et j'avais dû trouver ce roman en boîte à livres. Et on va suivre la vie du jeune Roger qui vit dans une famille bourgeoise, qui va à la campagne avec sa tante, une nourrice, sa sœur, sa mère, à l'aune de ses 14 ans, je pense. C'est aussi la période dans la vie de Roger où son désir sexuel va s'éveiller, où il va commencer à avoir des érections, où il va commencer à connaître son corps, à comprendre son corps, et il va se mettre, surtout, à coucher avec toutes les femmes de la maison. Les servantes, la nourrice, la tante, la cousine, je crois qu'il va même peut-être se masturber sur sa sœur, enfin... Et c'est un récit érotico-pornographique de 100 pages sur Roger qui se tape toutes les femmes de la maison. Il n'y a aucun intérêt littéraire à ce texte, vraiment, on ne m'aurait pas dit que c'était Guillaume Apollinaire, je ne pouvais pas le deviner, c'est vraiment très très plat, très très cru, très très basique comme titre, et l'histoire n'a strictement aucune morale et très peu intéressante. Donc c'est marrant de lire un récit, alors on nous dit un roman d'initiation amoureuse et sexuelle, à la fois drôle et provoquant, par l'un des plus grands poètes du XXe siècle. L'un des plus grands poètes du XXe siècle, c'est vrai. Initiation amoureuse, c'est faux. Sexuelle, oui.
Drôle et provoquant, bah alors drôle et provoquant à l'époque, bah c'est toujours même, oui c'est toujours un peu provoquant à notre époque de coucher avec sa tante, sa cousine, sa sœur ou qui sais-je encore. Mais voilà, c'est donc à ça que ressemblait la dark romance au début du XXe siècle, je le pense. C'était marrant à lire, mais j'en garderai rien du tout. Par la suite, dans la douce ambiance de Noël, j'ai lu Le Protocole compassionnel de Hervé Guibert, qui est le deuxième roman de la trilogie sur le sida. Je sais pas, je suis pas sûr que cette trilogie est un nom, mais en gros, il a écrit 3 romans sur sa maladie. Ce sont des romans autobiographiques. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le Protocole compassionnel et L'homme au chapeau rouge, il me semble. Ce sont des récits autobiographiques, mais qui ne sont pas dénués de fiction, qui ne sont pas c'est plutôt de l'autofiction, hein, parce que par exemple dans le premier tome, dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, les personnages que l'on pourrait connaître, car des personnages réels, portent tous des pseudonymes, et parfois on se demande où est la vérité, où est le réel dans ce qu'il raconte. J'ai un peu moins aimé celui-ci parce qu'il est beaucoup plus cru. Ce n'est pas du tout à cause de ses qualités littéraires qu'il me plaît moins, c'est parce que on est beaucoup plus dans la maladie. Hervé Guibert est de plus en plus malade, son corps est de plus en plus faible, son esprit l'est également, il est de plus en plus fatigué. Et donc on est beaucoup dans les hôpitaux, on est beaucoup avec le corps médical qui est de plus en plus confronté à la maladie, là où dans L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il y avait encore beaucoup de zones d'ombre, là il y en a un peu moins, mais cette confrontation plus fréquente de la maladie ne les rend pas plus empathiques. Certains le sont, comme je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une docteure qui revient régulièrement dans le livre, qui suit justement Hervé Guibert, et très douce en pensée. Enfin, j'ai beaucoup de pensées douces envers elle, même si c'est quand même le médecin qui est un peu bourru, qui est voilà, il voit beaucoup de personnes atteintes du sida tout au long de sa journée. Elle prend son métier à bras le corps et elle fait les choses bien. Je lirai L'homme au chapeau rouge. J'espère que ça sera peut-être un peu moins lourd. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine densité dans ce texte, parce que il aime bien jouer, je vous le dis, un peu avec tout ce qui est réalité ou fictionnel. On ne sait pas vraiment, parfois, c'est un peu brumeux dans ce qu'il nous raconte. Il s'imagine des histoires, il nous raconte des histoires. Et donc c'est aussi intéressant cette dualité entre la lourdeur de l'environnement médical qui règne dans tout le roman et les quelques passages un peu plus enlevés que Hervé Guibert se plaît à distiller dans le roman de par une plume presque fantastique parfois. Je vous lis un petit extrait pour vous montrer à quel point ça peut être dur. Donc on est dans un moment où il parle du taux de T4, qui est un taux qui est beaucoup regardé chez les malades du sida. Je ne veux plus savoir où j'en suis. Je ne le demande plus au médecin, ni avoir les résultats des analyses qu'on a pris l'habitude avec le sida, et je ne sais pas si c'est vraiment mieux ou finalement moins bien de livrer aux malades. Je suis dans une zone de menace où je voudrais plutôt me donner l'illusion de la survie et de la vie éternelle. Oui, il me faut bien l'avouer, je crois que c'est le sort commun de tous les grands malades, même si c'est pitoyable et ridicule, après avoir tant rêvé à la mort, dorénavant, j'ai horriblement envie de vivre. C'est aussi ça qui est très dur, c'est que dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il y avait encore quand même un peu d'espoir. Là, on sait qu'il n'y en a plus du tout, ou en tout cas très très peu, et que Hervé Guibert, se voyant mourir, a très envie de vivre, et c'est cette envie de vivre qui est très dure à lire. Dans un registre un peu plus gai, j'ai lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, qui est le tome 2 de La recherche du temps perdu, qui est toujours une belle bricasse. Et c'est pas la dernière, car le prochain, À côté de Guermantes, ou Du côté de Guermantes, est encore plus gros, ou La côte de Guermantes, oh, je sais plus, il y a Guermantes dans le titre, est encore plus gros. Je crois que c'est le tome 3, La côte de Guermantes, qui est le plus important. Je ne le lirai pas tout de suite parce que j'ai pris le pli d'acheter ces nouvelles éditions, ces rééditions au livre de poche. Et le tome 3 ne sortira qu'au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais plus. Pour l'instant, ils n'ont édité que Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs et Un amour de Swann, qui est un texte qui en fait est déjà dans Du côté de chez Swann. J'ai commencé la lecture au mois de juillet, je me rappelle, au mois d'août. C'est quand j'étais en vacances à Perpignan, je l'avais commencé en audio et je l'avais mise en pause car j'avais plus forcément le temps ni la concentration pour l'écouter, car je préfère l'écouter que la lire pour l'instant. Je me réserve, je pense, la lecture papier de La recherche du temps perdu pour mes vieux jours, quand je serai croulant et retraité et que je n'aurai que ça à faire. Pour l'instant, j'ai vrai que je prends beaucoup de plaisir parce que aussi j'ai beaucoup aimé la lecture Du côté de chez Swann par André Dussolier. Je prends beaucoup de plaisir à l'écouter pendant que je fais autre chose, donc soit du crochet, cet été en vacances c'est quand je faisais du vélo, là en hiver c'est quand j'ai fait du crochet, quand je fais du puzzle, enfin voilà. Quand j'ai les mains occupées, j'aime bien écouter en cuisinant. J'ai beaucoup écouté le premier tome surtout en cuisinant. Je pense qu'il est
peu intéressant que je vous parle des personnages. En gros, le théâtre de ce second tome, c'est Balbec, qui est une station balnéaire dans laquelle le narrateur se rend en vacances avec sa grand-mère et dans lequel il va faire la rencontre de nouveaux personnages, notamment Albertine, qui va être un personnage central de la suite de la recherche de ce que j'ai compris. Il y aura toujours Françoise, la Berma, Monsieur de Norpois, Charles Swann et Odette, sa femme. Enfin voilà, tous les personnages du premier tome reviennent ici, et en plus de ça, on en rencontre de nouveaux, donc dont Albertine et les jeunes filles en fleurs. En gros, c'est le récit d'un été, je sais plus exactement la chronologie sur... En fait, vu que j'ai fait une grosse pause, je me rappelle plus exactement où est-ce que commence ce tome 2 et où est-ce qu'il se termine, ça je me rappelle très bien par contre. Mais donc voilà, là il est qu'en 2 parties, autour de Madame Swann et Nom de pays, le pays. Le principal attrait de la recherche pour moi à ce niveau, au tome 2, ce n'est pas les personnages ni ce qui leur arrive ou même une intrigue, c'est l'écriture de Marcel Proust. Je répète, je le dis, alors oui, ça ne plaira pas à tout le monde. Marcel Proust n'est pas un auteur très simple à lire, mais ne vous faites pas une montagne, s'il vous plaît, de son écriture, de ses phrases, de ses textes. Ce sont des gros livres, ce sont des phrases longues, mais c'est tellement beau et c'est tellement pas dur à appréhender. J'ai une concentration, mais vraiment d'une moule à l'oral. En tout cas, dans les livres audio, c'est très rare, même si je prends de plus en plus de plaisir à les écouter, mais je suis tout le temps enchanté. Il y a quand même une magie... un espèce de sortilège païen dans les mots de Marcel Proust qui font que mon esprit reste accroché à chacune des phrases prononcées par le narrateur. Parfois, oui, je vagabonde et je ne pense plus vraiment à écouter le texte car une phrase a entraîné un souvenir qui a entraîné une réminiscence, etc. J'aime toujours autant découvrir La recherche du temps perdu, donc je poursuivrai avec le tome 3, à côté de Guermantes, la côte de Guermantes, car j'ai envie de savoir ce que Proust a de nouveau à me raconter et quel nouveau voyage il va me faire faire en esprit. J'ai également lu La pièce de Jonas Carlsson, qui est un court roman de 200 pages publié chez Babel, qui est donc été édité chez Actes Sud. En premier lieu, La pièce est un court roman très absurde sur la notion de travail, mais l'aliénation au travail. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Bjorn, qui rentre dans une administration avec un A majuscule. C'est une administration étatique, un service de l'État, dans lequel il va travailler dans un espèce de grand open space avec des collègues, et il va devoir rédiger des circulaires. On sait vraiment pas grand chose, hein. C'est de la littérature de l'absurde, donc c'est quelque chose de très abstrait, un peu flou. Enfin voilà, il est dans cette administration, il doit écrire des circulaires dans un espèce de grand open space avec des bureaux où chacun est attelé à la tâche et ne fait pas grand chose. Un jour, en passant dans le couloir, il va tomber sur une porte qu'il n'avait jamais vue, et en rentrant dans cette porte, il va découvrir un vieux bureau, un peu vintage, un espèce de gros bureau avec des étagères, des vieux livres, des vieux carnets. Et lors de ses pauses dans son travail, il va aller se réfugier dans ce bureau. Sauf que très vite, il va se rendre compte qu'il y a quand même un espèce de consensus parmi ses collègues qui le mettent de côté, qui le trouvent bizarre. Et la raison de cette étrangeté, c'est que toutes les fois où Bjorn pense être enfermé dans ce bureau qu'il a découvert au hasard d'un couloir, il paraît aux yeux de ses collègues uniquement debout devant un mur blanc. En fait, cette pièce qu'il s'imagine n'existe que dans sa pensée, ou alors ce sont tous ses collègues qui essayent de se liguer contre lui pour lui faire croire que cette pièce n'existe pas. Et il vient à se poser plein de questions, à être un peu dans cette turpitude, ce labyrinthe de l'esprit, il ne sait pas où est la vérité. Et nous, on va être avec lui, en train de savoir est-ce que c'est le travail qui le rend complètement cinglé et du coup cette pièce n'existe pas. Et en même temps, du fait qu'il va travailler dans cette pièce, il a de meilleurs résultats dans son travail, ses supérieurs apprécient ce qu'il fait depuis qu'il travaille dans la pièce. Enfin voilà. C'est un petit texte assez humoristique, très court, avec des chapitres de 1 à 2 pages, parfois même un seul paragraphe. Ça se lit très très vite et j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que ça va me rester en tête très longtemps? Je ne pense pas, mais sur le moment, j'ai bien aimé. C'est le genre de texte qui est très court et concis, dans lequel on comprend tout ce que l'auteur veut nous signifier, et ça j'apprécie. J'ai également lu Book Lovers de Émilie Henry, qui est une romance. Je sais pas comment ça s'appelle, de la new romance? Bref, c'est une romance. Complètement cucul-après-ligne, totalement à l'opposé de mes goûts de lecture, mais c'était pour un défi avec des amis sur Discord qu'ils m'ont dit de lire ce livre. Émilie Henry, elle est connue en France pour son livre Comme un roman d'été, et il y en a un second, je ne sais plus c'est quoi. C'est publié probablement chez Hauteville ou chez Charleston, je sais pas trop. C'était pas très très intéressant. On est avec une femme qui est agent littéraire, donc elle travaille pour des auteurs et elle essaye de vendre leurs textes à des éditeurs. Et elle va essayer de vendre le texte de son autrice, sa plus grosse autrice,
à un éditeur qui va d'emblée refuser le texte et dire qu'il le déteste. C'est un texte un peu cucu qui se joue des clichés lui aussi, car c'est un peu le film de Noël par excellence, le roman, donc pour le coup, qui se passe dans un petit village des États-Unis, dans lequel une personnage arrive pour vivre une nouvelle vie, etc. Une première rencontre entre l'éditeur et l'agente se passe très très mal, il refuse d'éditer le livre, il s'engueule un peu. 2 ans après, l'agent littéraire a réussi à faire éditer ce roman a été un énorme succès. L'autrice a gagné plein d'argent, l'agent littéraire a gagné plein d'argent, elle est demandée de toutes parts, et donc sa sœur lui propose de partir en vacances à Sunshine Falls, qui est le petit village dans lequel se passe le roman qui lui a permis de gagner autant d'argent. Elle est un peu, vous voyez, la businesswoman qui a pas envie de prendre des vacances, qui est à fond dans son travail, qui veut travailler nuit et jour, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de relation amoureuse, etc. Et sa sœur, c'est tout à fait l'opposé. Elle a une famille, elle a des enfants, elle ne travaille pas, elle est très créative, elle va de droite à gauche, enfin voilà. On est dans une romance qui se joue des clichés, mais qui, pour se jouer des clichés, nous les balance à toutes les pages. Ils arrivent dans ce petit village, il y a le petit commerce qu'il faut sauver, il y a la petite auberge, il y a le petit restaurant, le petit salon de thé, enfin voilà. Et manque de peau, elle va tomber dans ce petit village sur l'éditeur qui a été le grand méchant éditeur qui n'a pas voulu éditer ce livre. Ils vont se rendre compte qu'ils sont finalement amoureux, et voilà, ils vont vivre leur histoire d'amour dans ce petit village, agréé de 1000 péripéties et de 1000 autres clichés des films de Noël, même si ça se passe pas à Noël, ça se passe en plein été. J'ai rien d'autre à vous dire à part ça, hein. C'était une lecture qui s'est fait très très rapidement, je l'ai lu en anglais, c'est pas encore traduit, ça va probablement être traduit parce que les 2 romans précédents de l'autrice ont été traduits en France. Si vous aimez la romance, je pense que ça va vous plaire. Si c'est comme moi, ce n'est pas du tout votre genre, ça ne va pas vous plaire. Voilà, j'ai rien d'autre à vous en dire. Ça m'a diverti pendant 3 heures, allez. J'ai lu Une ardente patience de Antonio Scarmetta dans la collection Signature Point, comme Le Sari Rose, qui est un court roman entre un facteur qui s'appelle Mario, et le poète Pablo Neruda. Ça se passe au Chili, dans la ville de je ne sais plus le nom de la ville. Ça se passe juste avant l'élection de Salvador Allende à la tête de la présidence, enfin à la présidence chilienne. Pablo Neruda avait été pendant un temps pressenti à la place de Salvador Allende pour se présenter en tant que président. Ça ne s'est finalement pas fait. Il a été nommé après, par la suite, ambassadeur en France à la demande de Salvador Allende. On va suivre donc cette relation entre le facteur qui s'occupe de livrer uniquement le courrier à Pablo Neruda, car il reçoit tellement de courriers qu'il faut qu'il y ait un seul facteur pour tout livrer, qui fait plusieurs allers-retours toute la journée jusqu'à la maison de l'auteur. Un court texte sur donc l'amitié entre 2 personnes d'extraction différentes, et aussi un roman assez politique et engagé, car on va nous parler de communisme et de la prise de pouvoir par Pinochet au Chili. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très très bien, la plume est très très belle, et ça m'a encore plus donné envie de découvrir l'histoire de Pablo Neruda. J'ai ses mémoires que je lirai et que j'ai déjà lu en partie, car j'ai lu un extrait de ses mémoires. C'est très beau, et on retrouve même un peu des poèmes de Neruda, car il y a quand même toute une discussion sur la poésie, sur comment être poète, comment écrire de la poésie, qui survient dans le texte. Donc on retrouve des mots de Neruda, et les mots de Scarmetta, de l'auteur donc de ce roman, sont aussi empreints de la poésie de Neruda. Donc c'est quand même, bien que ce soit un roman et qu'il soit assez simple à lire, il y a quand même quelques passages très très jolis à découvrir dans ce texte. J'ai découvert Le Passeur de Loïs Lori aux éditions de l'École des loisirs il n'y a pas plus tard que 2 jours, et j'ai adoré. C'est le premier tome d'une tétralogie, je crois, suivi du Messager, du Fils et de l'Élu. En tout cas, ce ne sont pas 4 tomes qui se suivent exactement, mais qui se passent plus ou moins dans le même univers. C'est de la dystopie jeunesse, young adulte, mais qui se lit très très bien pour un adulte, à la sauce des années 2000-2010, comme quand on a découvert Hunger Games, sauf que je trouve que c'est quand même beaucoup plus intelligent que Hunger Games ou par exemple Le Labyrinthe. On est plus dans la veine de la dystopie, genre Métaux, je sais pas si vous lisiez Métaux, qui est français, ou Entre chien et loup, ou le truc de Mourleva,
Je ne sais plus. Je vous mettrai ici, c'est un texte de Mourleva qui est un peu dans cette veine-là. On est dans un monde où il n'y a plus de sentiments, plus de couleurs, plus rien. Tout est aseptisé, chaque personne a un rôle défini. On ne fête même pas les anniversaires, on ne fête pas Noël, il n'y a aucun moment d'allégresse, de joie. C'est on vit pour se réveiller dans une cellule familiale avec deux personnes qui ne sont pas nos parents biologiques, avec notre sœur ou notre frère qui ne sont pas notre frère et sœur biologiques, car chaque foyer familial n'a le droit qu'à avoir que 2 enfants. On se réveille, on raconte nos rêves, on va travailler, on revient, on raconte nos sentiments qu'on a pu évoquer, en tout cas ce qui a pu se passer dans notre journée, car les sentiments n'existent pas vraiment. On va se coucher et on répète cette journée toute la sainte semaine, tout le temps. À la cérémonie des 11 ans ou des 12 ans, des 11 ans, chaque personne se voit attribuer un rôle dans la société, un métier, sauf que le personnage principal, vous en doutez, va se voir attribuer un rôle qui n'est pas un rôle classique. Je vous cache le rôle qu'on va lui donner, car dans mon édition, il n'y a aucun résumé, et il y a cette couverture que je trouve magnifique. L'École des loisirs n'a pas réédité les 4, je crois qu'il n'y en a que 3 sur la tétralogie qui ont été réédités dans cette collection très très belle. En tout cas, j'ai pas trouvé le 4e. Je découvre donc Lois Lowry avec ce texte et cette saga, et j'ai adoré. Je vous dis, c'est quand même à destination des enfants ou des jeunes adultes, car je crois d'ailleurs que le texte a obtenu des récompenses là-dedans. Je crois que c'est je sais plus le nom du prix qu'elle a eu, mais le meilleur roman jeunesse de l'année où il a été édité aux États-Unis. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait toute cette nostalgie. Moi, j'ai grandi, c'était un peu aussi, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais ça faisait partie des lectures qui m'ont fait apprécier la littérature, que ce soit Hunger Games, la série Uglies, donc Uglies, Beauties, Specials et Extras, je crois, hein. Moche, beau, spécial et extra. La série Promise, la série Métaux, comme je disais en français, enfin voilà. Tous ces textes qu'on avait l'habitude de voir fleurir à une certaine période, moi, m'ont fait grandir en tant que lecteur quand j'étais, je pense, au collège, début du lycée, ou peut-être même fin de primaire, collège, lycée. Et j'ai retrouvé tout ça, exactement cette même ambiance très, franchement, assez sourde et malaisante. Il y a quand même une espèce de tension dans le roman, car on sait qu'on est dans cette société qui se veut utopique, mais qui en réalité est dystopique. C'est le propre de ce genre. Et on sait que ça déraille et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas vraiment où. J'étais avec Jonas du début à la fin, le voir donc appréhender cette société et voir ce qui cloche dans cette uniformisation, dans cette uniformité. Même on appelle ça l'identique, depuis que l'identique avec un I majuscule est en place, le fait que tout le monde soit pareil, que tous soient logés à la même ancienne, que voilà, pas de différence, pas d'éclat dans cette société. C'est un texte que je vais donner à ma sœur quand mon neveu sera en âge de lire. Il est un peu jeune, il a que 7 ans, donc pour l'instant il lit encore des trucs pour des enfants de 7 ans, hein. Non, même pas, il a 6 ans. Il est rentré en CP, donc voilà. Mais quand mon neveu pourra lire, je lui donnerai assurément ce texte. Et pour ma part, je vais essayer de me procurer donc L'élu, Messager et Le Fils, qui sont les 3 autres livres dans cet univers un peu dystopique créé par Lois Lowry. J'ai lu un classique de la littérature américaine, Gore Vidal, Un garçon près de la rivière, publié ici chez Rivage Poche. Je ne connaissais pas du tout Gore Vidal, je me suis même un peu renseigné sur lui parce qu'il semble avoir une vie assez engagée politiquement, notamment auprès des Kennedy et de Al Gore. Un garçon près de la rivière, c'est l'histoire de Jim et Bob. Enfin, dans le résumé, on nous dit Jim et Bob, mais en fait, on va suivre que Jim. Ces 2 garçons sont nés dans le même village, ils sont meilleurs amis, et juste avant de s'engager dans l'armée, ils vont passer une dernière journée tous les 2 ensemble entre potes au bord de la rivière, et ils vont avoir un petit rapprochement qui va se traduire par une scène de sexe et un bisou. Ensuite, ils partent tous les 2 ailleurs. Bob ne donne plus aucune nouvelle. Jim se retrouve donc seul avec ce souvenir de cet après-midi fugace et en même temps très sensuel avec Bob. Et il va lui aussi s'engager dans la marine et va faire le tour des États-Unis et du continent nord-américain pour essayer de retrouver Bob, car Bob ne lui répond plus, il n'a plus aucune nouvelle de Bob. Et dans cette errance, Jim va rentrer à l'armée pendant 1 an, va côtoyer des hommes donc à l'armée. Ensuite, il va rencontrer une grande star du cinéma hollywoodien avec laquelle il va avoir une relation, qui est également un homme. Il va donc rentrer dans cette espèce de microcosme homosexuel d'Hollywood. En plus, ensuite, il va rencontrer un auteur qui va l'emmener jusqu'à New York. Il va vivre avec cet auteur à New York. Puis, il va renouer avec sa famille et va apprendre que Bob, le fameux Bob duquel il était tombé amoureux, est revenu dans leur village d'enfance. Et donc, il va retourner dans ce village d'enfance.
à travers ce grand voyage dans les États-Unis, juste avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. On va surtout découvrir, donc c'est un texte qui a été écrit en 1948, la vie d'un homosexuel en 1948 aux États-Unis. Et c'est en ça que pour moi le texte est très intéressant. C'est quand même un texte qui est très très frontal avec l'homosexualité et avec l'homophobie qui règne voilà, en 1950 sur le continent américain. Homophobie totalement internalisée par le personnage, car le personnage n'accepte pas vraiment cette homosexualité, bien que c'est cette contradiction qui est très intéressante, c'est qu'il la vit pleinement, il vit en couple avec des personnages homosexuels qui sont notoirement homosexuels, hein, tout le monde le sait. Il se fait voir avec eux, même les gens le voient, et pour autant, il n'arrive pas à accepter cette homosexualité, même si dans ses actes, il la montre totalement. C'est cette dualité que j'ai trouvé très très intéressante, cette homophobie, donc internalisée de par le personnage, et le fait que ça se lise extrêmement bien, je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée et demie, j'étais vraiment happé par les histoires. C'est vrai qu'on change beaucoup de lieux, de relations, de points de vue, enfin non, pas de point de vue, mais d'endroits et de cadres. On est dans un cadre très starlet hollywoodienne, après on est dans un cadre un peu plus intello à New York, dans l'armée, donc dans les grands bateaux, car il est dans la marine militaire, etc. Enfin voilà, très très intéressant. Ce texte de Gore Vidal, le nom anglais c'est The City and the Pillar, je crois. Je pense que c'est dans la littérature homosexuelle, quand même un texte assez important, car c'est un texte de 1948 dans lequel on ne tait rien et qui a été censuré. Pour moi, la censure c'est quand même une preuve de qualité, notamment sur les romans et les textes traitant de l'homosexualité. Et enfin, j'ai lu et adoré, c'est d'ailleurs le deuxième en 2 mois là, Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, publié chez Pic et Poche. Petit intermède, mais vraiment je le dis partout, mais je déteste les éditions de Pic et Poche. Genre, je trouve que... Alors, le format, il est un peu plus court, j'ai l'impression, qu'un livre de poche. Oui, un peu. Mais ça, j'aime bien, le fait que ce soit un peu plus compact. Mais c'est hyper rigide, la couverture, c'est genre... je sais pas, c'est très rigide, et le dos est aussi très dur. Donc c'est genre, vraiment, quand tu le tiens, limite, en fait, le livre se referme, et je déteste ça. Ma foi. Le restaurant de l'amour retrouvé, c'est le 3e roman de l'autrice que j'ai lu, après Le jardin arc-en-ciel et Le ruban dernièrement. Et je pense que c'est celui que j'ai préféré pour l'instant. On va être avec une jeune femme qui n'a pas de prénom, si Rinko. Rinko qui un jour arrive dans l'appart qu'elle partage avec son petit copain indien. Et quand elle ouvre la porte, il n'y a plus rien du tout. Son petit copain a tout emmené, les meubles, tout ce qu'il y avait dans les placards, toute leur vie commune est totalement supprimée. Et Rinko, là, elle a une réaction un peu improbable, c'est genre elle prend dans un placard qui est un peu caché un pot de saumure qui appartenait à sa grand-mère et elle part avec son pot de saumure chez sa mère sans même essayer de joindre son petit copain, sans même essayer de le retrouver ou d'aller voir les flics ou quoi que ce soit. Elle retourne, donc elle habite en ville avec son petit copain, elle retourne dans le village de campagne qu'il a vu grandir où elle n'a pas remis les pieds depuis qu'elle l'a quitté. Et elle va vivre chez sa mère avec qui elle n'a plus non plus aucune relation. Donc elle est évidemment très 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 triste et en plus de ça elle perd sa voix. En fait le fait d'avoir ouvert son appartement sur cet espace vide lui a totalement coupé la voix. Elle n'a plus de voix et elle est devenue muette. Comme un symbole, un syndrome post-traumatique qui lui ferait donc perdre la voix. Arrivée chez sa mère lui dit « Ok, tu peux rester, mais il faut que tu gagnes ta vie, je ne te loge pas gratuitement. » Et donc elle décide d'ouvrir un petit restaurant, mais c'est un restaurant qui aura pour particularité de n'avoir qu'une table et de ne pouvoir recevoir qu'une personne par jour. Et elle va donc cuisiner pour les différents clients du petit village donc qu'elle connaît parce que ce sont des personnages qui l'ont vu grandir. Et donc on va la suivre dans son processus de guérison émotionnelle suite à cette rupture par la cuisine, car elle est quand même très très douée de ses mains et elle sait faire très très bien à manger. Et en voyant les personnes qui arrivent dans son restaurant, elle arrive à deviner ce qui pourrait leur faire plaisir et quel plat leur proposer. C'est un restaurant où il n'y a pas de carte ni rien non plus, évidemment. Elle fait des plats à la carte pour les personnages, pour les personnes qui viennent y manger. J'ai adoré parce que, en fait, j'ai lu L'été de la sorcière, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en avais parlé, qui est un roman très contemplatif sur une petite fille qui vit chez sa grand-mère et qui apprend à manier les simples et les herbes et qui vit au rythme des saisons japonaises. Là, c'est un peu le cas aussi, on va vraiment avoir toute une littérature culinaire, une littérature des plats, des sentiments, de l'émotion, de tout ce qui passe par le goût. Donc c'est quand même très présent dans le texte, mais beaucoup moins teinté de développement personnel, même si j'ai pas trouvé que L'été de la sorcière était très développement personnel. Je sais que c'est un reproche qu'on lui fait souvent. Pour le coup ici, c'est vraiment très contemplatif et il n'y a pas vraiment de but derrière cette contemplation, c'est vraiment
suivre la guérison de Rinko à travers la cuisine. Et il y a quand même une petite intrigue sur pourquoi elle ne parle plus avec sa mère, pourquoi elles ont une relation aussi peu saine les deux, et comment cette relation va se terminer. Est-ce que Rinko va renouer le contact avec sa mère et retrouver sa voix? Donc il y a quand même un petit suspense qui nous fait tourner les pages, c'est pour ça que j'ai lu le roman très très vite, teinté de cette lumière japonaise et de cette ambiance de petit village à la campagne qui est aussi douce qu'elle est sombre. Attention, je le dis, je le répète, Ito Ogawa, c'est pas du feel good à proprement parler, c'est vraiment des romans dans lesquels il se passe des choses assez trash. Pour le coup, sur celui-ci, si vous ne pouvez pas lire de la violence animale, ne le lisez pas. Parce qu'on parle de nourriture et on n'est pas du tout dans du véganisme. Donc accrochez-vous, c'est quand même une ambiance qui moi me plaît beaucoup, mais qui n'est pas uniquement réconfortante. C'est quelque chose qui me plonge moi dans un état un peu léthargique quand je lis du Ito Ogawa. Je suis un peu emballé dans cette espèce de cocon, tout en sachant et en ayant à la tête que c'est très mélancolique et ça peut parfois être très violent. D'ailleurs, dans Le Jardin Arc-en-Ciel, il y a quand même une thématique qui est le suicide qui est très présente, et dans celui-ci, bah voilà, il y a les violences animales. Là, c'est beaucoup plus léger, mais il y a quand même une scène qui est sur plusieurs pages, particulièrement longue, qui est assez hard et crue, quoi. Enfin, très explicite. Je pense, moi, quand même, que c'est mon préféré de l'autrice, car j'ai vraiment été emballé tant par l'écriture, par l'ambiance que par l'intrigue et les personnages. Cette vidéo doit être très très longue, je m'en excuse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous voulez discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.